Salut Hello. Salut! Aujourd'hui écoute, t'es maman, t'as un business qui tourne, sur les réseaux ça a l'air de hyper bien se passer, pas mal de projets qui ont évolué pour toi ces derniers temps. On aimerait te poser quelques questions, en savoir un petit peu plus sur ta vie. Est-ce que tu es ok pour ça? Carrément, c'est parti. Alors pour commencer, est-ce que les réseaux c'est la vraie vie? Je pense que pour ma part, oui et non, parce qu'aujourd'hui, je ne mens pas du tout sur ce que je partage. C'est authentique, c'est sincère. Néanmoins, on ne montre que ce que nous voulons montrer. Ça veut dire que dans la vie des gens aujourd'hui, et honnêtement, moi je le sais par rapport à des personnes que je connais aussi personnellement et qui bossent sur les réseaux ou qui sont devenus influenceurs ou autres, on ne montre absolument que ce qu'on veut montrer. Si on a des problèmes familiaux, si on a des emmerdes dans notre vie personnelle, etc., si on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Donc la réalité, c'est qu'on ne peut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, et pas dans le sens où tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est du mensonge, mais dans le sens où certaines personnes vont seulement montrer ce qu'elles ont envie de montrer et d'autres non. Dis-nous 5 choses sur toi qu'on ne sait pas encore. Ouf, alors ça c'est compliqué parce que des choses j'en dis quand même énormément. La première chose c'est que, sans doute que vous ne le savez pas, mais j'ai fumé, j'ai été une grosse fumeuse même pendant quasiment 10 ans. Quasiment 10 ans, j'ai commencé très jeune, à 16 ans, les premières cigarettes avec les copains, etc. Et en fait, malheureusement, j'ai été très vite accro et j'ai arrêté de fumer vers mes 25-26 ans, juste au moment où je devais me faire opérer de la thyroïde. Deuxième chose, peut-être que vous ne connaissez pas sur moi, j'ai dû me faire opérer de la thyroïde et me la faire enlever totalement parce que j'avais des dérèglements thyroïdiens, j'avais des nodules aussi sur la thyroïde, donc j'ai fait un traitement aussi à l'iode par la suite pour éliminer des petites particules cancérigènes qui s'y étaient logées. Donc ça fait bientôt 6 ans maintenant. Donc juste avant l'opération, j'ai dû arrêter de fumer. J'ai essayé de faire le maximum pour ne pas reprendre. J'avais repris un petit peu pendant les soirées. C'était difficile de vraiment arrêter et j'ai fini par me faire aider. J'ai réussi à arrêter de fumer. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie. Ça me dégoûte même. C'est... Voilà. Totalement du passé comme si c'était dans une autre vie. Du coup, voilà, je mêle aussi cette deuxième chose que probablement certaines personnes ne savent pas. Depuis que je me suis fait opérer de la thyroïde, j'ai un traitement que je prends tous les matins et que je devrais prendre toute ma vie pour pallier, on va dire, à cet organe manquant maintenant. C'est quand même assez privé. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à ne pas avoir peur d'en parler. Aujourd'hui, tout va absolument bien. Mais quand je suis tombée enceinte, moi j'ai toujours rêvé déjà, depuis que je suis petite, parce que j'ai grandi qu'avec des hommes, des garçons dans ma famille. J'ai un grand frère, quasiment que des cousins. Donc j'ai vraiment été même un garçon manqué quand j'étais petite. Et je rêvais du coup, depuis que je veux des enfants, d'avoir un petit garçon. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon parce que c'est comme ça, j'ai grandi avec des garçons. Et ça a été assez difficile pour moi d'accepter que Lénie était une petite fille. Je ne m'y attendais pas du tout, vu qu'on a le gène garçon dans la famille. J'étais sûre de perpétuer la tradition d'avoir un garçon. Et finalement, quand on a fait notre petite vidéo pour révéler du coup le sexe de notre bébé, on a fait un petit jeu avec de la peinture, tout ça, enfin c'était super sympa. J'ai été terrorisée pendant un petit moment. J'ai pleuré énormément. Aujourd'hui, je pourrais pas vous dire si c'était vraiment de la joie ou du stress, parce que en fait, je sais ce que c'est que d'être une femme dans ce monde aujourd'hui. Je sais à quel point ça peut être difficile. J'ai vécu des choses très difficiles aussi dans ma vie en tant que femme, que ce soit dans le côté professionnel, dans le côté personnel, dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, dans le harcèlement scolaire. J'ai vécu beaucoup de choses très difficiles et je pense aujourd'hui qu'en effet, pour énormément de jeunes, ça peut être compliqué, mais je pense vraiment qu'être une femme est plus difficile dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai été prise de stress, en fait, parce que je ne l'imaginais pas du tout. Je ne m'étais pas du tout dit, alors qu'il y a quand même une chance sur deux, que ça pouvait être une fille, et ça m'a perturbée. Et finalement, une semaine après l'avoir su, j'ai énormément réfléchi à ce que ça représentait réellement d'élever une petite fille, du coup, dans cette génération. Et j'ai compris que j'allais pas, du coup, juste être une maman, mais que je l'ai pris comme étant une mission. Une mission pour moi de la protéger, de l'avertir de tout ce qui peut se passer dans le monde quand on est une femme, tout simplement, et de pouvoir vraiment mener à bien ma mission. Donc non pas seulement être une maman, mais être aussi missionnée comme étant le grand protecteur de cette petite fille et de l'élever, du coup, comme une femme dans ce monde qui peut être aussi difficile aujourd'hui que beau. Et du coup, ça a été une période assez particulière et mon conjoint m'a d'ailleurs confié, je sais plus, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'il avait peur, qu'il avait bien vu que ça me perturbait énormément, on en avait beaucoup parlé et qu'il se disait comment ça va se passer. Alors qu'au final, aujourd'hui, c'était logique en fait finalement pour moi d'avoir une fille.
En fait, de vivre comme ça avec elle et de me rendre compte qu'elle allait pouvoir marcher aussi sur mes pas, sur ce que j'ai appris, que j'allais lui transmettre en fait toutes les leçons que la vie m'a appris du fait d'être une femme, c'est juste logique, c'était une évidence d'avoir une petite fille. Et puis aujourd'hui, c'est l'amour de ma vie. Je vais pas en parler plus parce que les larmes peuvent couler très facilement, malheureusement, ici. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit bout de moi que j'ai jamais partagé. Donc voilà. Et du coup, ça m'a fait penser qu'il y a une autre chose qui me définit très bien. Moi, je suis capable de tout. Mais il faut d'abord que je pleure avant. Je suis quelqu'un de super sensible et j'exprime énormément mes émotions par les larmes. C'est comme ça, mais que ce soit dans la joie, dans la tristesse, dans le stress, dans absolument tout. Je peux tout affronter dans la vie, mais il faut d'abord que je pleure un bon coup avant, probablement pendant et sûrement aussi après. Et puis la dernière chose, je dirais que je n'aime plus du tout me maquiller, je ne prends plus du tout plaisir à me maquiller aujourd'hui, alors que j'ai bossé pendant 7 ans dans la cosmétique et dans le maquillage. J'ai bossé pendant 7 ans chez Kiko Milano, l'enseigne italienne. J'ai commencé après mes études et donc j'ai évolué dans cette société de mes 20 ans jusqu'à mes 28 ans à peu près. Et au-delà du métier en lui-même, j'adorais me maquiller. C'était une passion pour moi. J'ai fait des études dans l'esthétique et c'était quelque chose que j'adorais. J'adorais tester des nouvelles couleurs, tester des nouvelles choses sur les yeux, le visage, etc. Le fait que ce soit devenu une obligation chaque matin, chaque jour de se maquiller, c'est dans notre contrat de travail. On est obligé de se maquiller, mais beaucoup plus que la normale. Donc ça veut dire qu'un maquillage de jour ne pourrait pas passer pour travailler dans cette enseigne. Ce qui est totalement normal, au bout d'un moment, on est le produit de la marque, donc c'est logique. Mais ça m'a dégoûtée à la fin. Aujourd'hui, je me maquille quasiment plus. Je me maquille plus du tout les yeux, à part pour des événements où justement le look l'exige, on va dire. Mais je ne prends plus du tout de plaisir à me maquiller aujourd'hui. Je fais le strict minimum. Et ça m'a demandé énormément de temps, en plus de ça, de m'apprécier et de me voir sans maquillage. Ça a été très compliqué. Heureusement que les filtres étaient là, ils m'ont aidé à faire la transition. C'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité. Filtre Instagram, etc. Et l'année dernière, en 2025, début d'année, c'était un objectif pour moi d'arriver à me montrer sur les réseaux sans filtre et sans maquillage. Et aujourd'hui, je le fais naturellement, mais ça a été assez compliqué, parce que c'est vrai que de se voir constamment over maquillé, ça change quand même un petit peu notre visage, il faut le dire. Ça a beau embellir et on garde notre base en dessous, c'est pas la même chose. Comment fais-tu pour ne pas avoir peur de te montrer et poster sur les réseaux sociaux ? Alors, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Déjà, j'adore parler. Je suis une vraie pipelette. J'adore raconter ma vie. J'adore raconter ce que j'ai fait, raconter ce que j'ai acheté. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de s'exprimer. C'est comme ça. Vous ne pouvez jamais passer du temps avec moi où vous allez vous dire, mais au bout d'un moment, on s'ennuie. Parce que j'ai tout le temps quelque chose à dire, j'ai tout le temps quelque chose à raconter. J'adore demander aussi aux gens ce qu'ils en pensent. J'adore connaître les gens. Enfin voilà, c'est une facette de moi qui du coup me permet d'avoir plus de facilité, je pense, à m'exposer et surtout à m'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai mis beaucoup de temps quand même à réussir à enchaîner 3 mots sans bégayer devant la caméra, et j'ai énormément évolué aussi. Enfin, si vous m'entendiez parler dans mes premiers partages et mes premières vidéos parler, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Quand je recevais un commentaire un peu négatif des fameux haters, je pouvais vraiment en pleurer, avoir envie de tout abandonner parce que le regard des gens était très 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 difficile pour moi. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que je n'ai pas abandonné, même si des fois j'avais besoin de faire une pause, j'ai essayé de reprendre. J'ai notamment énormément partagé quand je suis tombée enceinte. Ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à énormément partager sur les réseaux. Et au-delà du coup des personnes qui pouvaient commenter de façon méchante et de la méchanceté gratuite en général, j'ai aussi créé beaucoup d'affinités avec des personnes qui me comprenaient, qui se reconnaissaient en moi, dans ce que je disais. Et c'est ça en fait qui a fait la différence et qui a surplombé totalement les commentaires négatifs ou ce qu'on pouvait penser de moi. Le fait de pouvoir créer des liens, tisser des liens avec d'autres personnes, créer une vraie communauté de personnes qui sont alignées avec nous, avec nos valeurs, qui ont le même humour, parce que c'est pareil, on n'a pas tous le même humour, mais des fois, on dit des choses, on fait des choses qui nous font rire. C'est aussi le côté distraction des réseaux sociaux. Et ça a totalement dépassé les personnes qui commentaient de façon négative. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne regarde absolument plus. S'il y a quelque chose qui me dérange énormément parce que c'est vulgaire ou que
j'ai pas envie que ça reste affiché du coup sur ma vidéo, je peux supprimer et bloquer la personne. Des fois, je peux laisser parce que ça me dérange plus, mais c'est quelque chose qui ne me dérange plus. Vraiment, aujourd'hui, même dans mon entourage, on a toujours les potes, la famille, tout ça, qui nous taquinent un petit peu quand on se lance. Ah, l'influenceuse, voilà, ils vous appellent comme ça les fait rire. Bon, ok, au début, ça nous dérange un petit peu, ça nous gêne un petit peu, mais après, ça passe en fait. Les gens s'arrêtent et au final, avec tout ce que j'ai pu construire aujourd'hui, j'en vis pleinement, que ce soit de mon activité en ligne ou du fait de m'être exposée sur les réseaux petit à petit et d'avoir montré des petits bouts de ma vie. C'est juste un résultat et un rêve de vie que j'ai réalisé, donc je le referai 100 fois s'il fallait le faire. Et du coup, je me permets de faire une petite intervention. Vous savez que j'adore parler de développement personnel, mais aujourd'hui, si vous êtes dans le cas où vous avez envie de vous montrer, de commencer un petit peu sur les réseaux, que ce soit pour gagner votre vie ou parce que vous avez envie de mettre en avant des sujets qui vous passionnent, je ne sais pas, dites-vous bien que toutes les personnes dont vous pensez qu'ils vont vous juger, demandez-vous juste une seule chose, est-ce que ces personnes-là, elles ont la vie que vous voulez? Est-ce qu'elles ont les résultats que vous voulez? Si la réponse est non, faites une liste, vraiment, je l'ai dit très, très récemment dans un de mes coachings, fais une liste de toutes les personnes de qui tu penses être jugées, qui vont dire des choses sur toi ou qui vont ne pas être d'accord avec ce que tu fais. Tu listes toutes ces personnes, tes parents, tes proches, ton mec, la boulangère, la fille de la coiffeuse, et tu te demandes si toutes ces personnes-là ont la vie que tu veux, si tu démarres ton projet et en fonction des résultats que tu pourras avoir avec. Et si la réponse est non, tu sais que c'est le moment de démarrer. Même après avoir autant réalisé dans ton business, est-ce que tu doutes encore? Et deuxièmement, quand tu n'as pas d'énergie, comment fais-tu pour continuer à avancer? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je doute beaucoup moins, mais j'ai énormément douté, surtout dans les premiers mois de mon activité en ligne, parce que j'ai eu des résultats très rapides. Donc ça peut être une bénédiction et un fardeau, parce que du coup, on a très peur que tout s'arrête. En fait, de passer de rien à... Parce que pour moi, c'était vraiment le cas. J'avais plus aucune source de revenus, il n'y avait pas de chômage, pas de congé maternité, rien du tout. J'avais déjà arrêté de travailler avant d'accoucher, donc pendant toute ma grossesse. Donc, pour moi, c'était la solution de la dernière chance. Donc, je suis passée de mettre mes dernières économies à me former dans ce métier à gagner entre 7 et 10 000 euros par mois. Donc, bien sûr qu'au début, j'ai énormément douté en me disant c'est peut-être un coup de bol, surtout les premières semaines, les 2-3 premiers mois, ça va s'arrêter, etc. Donc j'ai énormément douté, j'ai dû vraiment travailler sur moi-même et sur la confiance que j'avais en ce que je faisais, en mon potentiel et en le format de business en ligne que j'avais choisi. Et du coup, les doutes se sont dissipés petit à petit. C'est des choses que je transmets aussi à mes élèves parce que on passe par ces périodes de doute, c'est normal. On passe par ces périodes de doute avant de se lancer, quand on se lance et même après être lancé. Donc, je trouve que c'est assez naturel, mais c'est des choses que j'ai vraiment réussi à combattre et à dépasser. Aujourd'hui, les doutes que j'ai, c'est parce que je suis quelqu'un de très exigeant. Je me rends bien compte que j'ai eu énormément de rêves dans ma vie et qu'à chaque fois que j'en ai réalisé un, je me demandais quelle était l'étape d'après. Ça, c'est le genre de personne que je suis. C'est l'ambition qui transpire de moi. Et c'est pas seulement du coup de se dire « Ok, j'ai validé ça, c'est exceptionnel, bravo, je m'en réjouis, je vis de ça et c'est tout. » Non, je veux aller plus loin, je veux l'étape d'après. Je suis comme ça, je ne peux pas m'en empêcher, c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui me fait être fière de moi. Et donc, il y a ce sentiment-là des fois qui vient parce que on peut douter justement de l'étape suivante. Et du coup, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc moi, je suis plutôt comme ça. Et pour répondre à la deuxième question, comment je fais pour continuer même quand je n'ai plus d'énergie, j'ai trouvé un équilibre aujourd'hui qui me permet de toujours tenir le rythme parce que j'ai mis en place des routines. Pour moi, ça peut sembler bête, juste d'avoir instaurer des routines que je ne laisse jamais passer. Mais à absolument aucun moment. Il y a des moments où je sais que je ne travaille pas, mais c'est dans ma routine de ne pas travailler. Le week-end, je ne travaille pas en général. Ou alors, je vais bosser un peu sur ci, sur ça, mais parce que c'est dans ma routine. Et la semaine, je sais ce que je fais le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Je sais ce que je dois faire tous les jours, ce que je dois répéter, toutes les actions que je dois continuer de faire. Et c'est une routine, donc c'est normal. Si tous les matins, vous faites votre lit, c'est devenu une routine, donc c'est normal, vous n'y réfléchissez. Si vous ne le faites pas, vous ne le ferez pas. Mais si vous voulez commencer à le faire, forcez-vous à le faire pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Finalement, ça va devenir une routine que vous allez garder pendant des années. Moi, c'est comme ça que, quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis, vu que c'est des choses qui sont devenues naturelles aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma rigueur. Énergie ou pas, je continue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend vraiment fier ? Alors la réponse, ça va être très courte par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment. Mais aujourd'hui, ce qui me rend le plus fière, c'est de me voir
à travers les yeux et les mots de mes proches, notamment de mes parents et de mon chéri. C'est les choses qui me font le plus de bien, en fait, jusqu'à ce que peut-être qu'un jour ma fille dira à quel point elle est fière de moi ou à quel point elle est reconnaissante que j'ai pris des risques pour notre vie, pour ce que j'ai pu construire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça.